Quand on a un logement, déjà, on peut sereinement penser à son avenir. On a un département où le taux de chômage des jeunes est particulièrement important. On estime qu'on en a à peu près 1 million d'heures sur l'ensemble des programmes de rénovation urbaine de Marseille. Bonjour et bienvenue. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Isabelle Epaillard, préfète déléguée à l'égalité des chances. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue sur LEH TV. Alors nous allons échanger sur des thèmes importants qui sont l'insertion, l'emploi, le logement. Et nous avons vraiment le plaisir de vous accueillir pour parler de ça au niveau de l'égalité des chances. Alors, première question qu'on peut se poser, à quoi sert un préfet à l'égalité des chances ? Alors, il n'y a pas des préfets délégués à l'égalité des chances dans tous les départements. On en compte 12 sur l'ensemble du territoire. Ils sont donc auprès des préfets de département, en l'occurrence ici auprès du préfet de région, préfet de département. Le préfet délégué à l'égalité des chances, il a la charge d'être dans l'accompagnement pour toutes les politiques et les déclinaisons des politiques publiques en matière d'égalité, de logement, d'accompagnement, d'intégration et également d'insertion. Il accompagne les politiques sociales qui vont venir essayer de répondre aux besoins d'un territoire et en particulier des quartiers politiques de la ville. Moi, mon domaine de compétence, il est vraiment sur les 71 quartiers politiques de la ville du département des Bouches-du-Rhône, au sein desquels j'essaie d'accompagner, pas toute seule, avec l'ensemble des services de l'État, particulièrement avec la direction départementale des territoires pour la partie logement, rénovation urbaine, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, avec la DETS, qui est la direction départementale de l'emploi et du travail, qui participe particulièrement sur tout ce qui est accompagnement plus social, sur les politiques d'intégration, sur les politiques également, parfois des questions d'expulsion locative, où je suis on peut être amené à intervenir, et il y en a quand même un certain nombre dans notre département. Mais également, on travaille avec évidemment les collectivités, donc, et notamment la métropole, la ville de Marseille, les différentes communes du département, donc, et puis avec leurs équipes, pour pouvoir définir, diagnostiquer, et j'allais oublier également avec les services de l'éducation nationale, parce que c'est un acteur très très important pour nous, pour accompagner, diagnostiquer la vie dans les quartiers, les besoins dans les quartiers, dans un quartier politique de la ville, et essayer de décliner les politiques publiques qui sont définies au niveau national et qu'il faut essayer d'adapter au mieux pour répondre aux besoins du territoire. Vous faites le lien en fait entre tout l'État au sein pour les territoires. Exactement. Et c'est quand même Marseille fait partie, et les Bouches-du-Rhône particulièrement, a été un des premiers départements. Aujourd'hui, on a donc 12 préfets délégués pour l'égalité des chances. Dès le départ, les Bouches-du-Rhône étaient concernés, particulièrement Marseille, parce qu'il y a des indicateurs qui nous obligent à accompagner les politiques publiques, à essayer de les décliner dans les territoires pour notamment lutter contre le chômage. On a un département où le taux de chômage des jeunes est particulièrement important, et en particulier dans les quartiers politiques de la ville. On a un taux de pauvreté qui est marqué, et notamment sur Marseille, qui est parfois parmi les plus importants de France, voire d'Europe dans certains quartiers. Je pense au 3e arrondissement de Marseille. Donc, on a des indicateurs qui justifient d'avoir une politique vraiment ciblée, et c'est le rôle du préfet délégué pour l'égalité des chances. On comprend mieux. Alors, parlons justement du logement sur Marseille, vaste sujet, et aussi de rénovation urbaine. Où en est-on sur la rénovation urbaine et sur le logement sur Marseille ? On a beaucoup de choses qui sont enclenchées. D'abord parce que le logement, c'est la première étape. Quand on a un logement, déjà, on peut sereinement penser à son avenir, donc pouvoir faire ses études, aller au lycée, penser à ce qu'on veut faire plus tard. On peut aussi, on offre un toit à sa famille. C'est vraiment la porte d'entrée, c'est le cas de le dire, le début de l'histoire. Et donc, effectivement, Marseille a été caractérisée et malheureusement a été marquée par des deuils, avec une problématique de logement particulièrement dégradée. Et donc, depuis en particulier le plan Marseille en grand, l'un des axes majeurs qui a été voulu par le président de la République, qui a été décliné avec l'appui des collectivités, encore une fois, et métropole et ville de Marseille, a été de revoir et de rénover les quartiers. C'est pour ça que pour Marseille, on a 9 projets de rénovation urbaine qui sont accompagnés par l'État, en particulier par l'Agence nationale de rénovation urbaine, à hauteur de 650 millions d'euros, qui donc est l'argent que l'État met pour accompagner la rénovation de ces quartiers. Et aujourd'hui,
dans un travail vraiment de coordination très fort entre les différents acteurs locaux, donc, que je citais tout de suite. Aujourd'hui, on est, et sans oublier les bailleurs, parce qu'à chaque fois, on a évidemment des bailleurs qui sont à la manœuvre dans chacun des quartiers. Aujourd'hui, on a un engagement qui est très fort. Aujourd'hui, on est dans un taux d'engagement sur les projets qui est largement comparable avec ce qui est sur l'ensemble du territoire français, qui sont concernés par des programmes de rénovation urbaine. Donc les choses sont engagées. Vous savez, il fallait que tout soit engagé, donc que les choses soient fixées, les projets soient calés, les conventions quartier par quartier concernés par les projets soient signées avant le 30 juin 2026. Et donc là, on a évidemment des ajustements encore nécessaires, mais les projets sont bien partis. Il faut tenir le rythme parce que c'est très attendu. Quand on va dans les quartiers, quand on tient des réunions publiques, les habitants ont besoin de voir des rénovations urbaines, de voir comment on peut casser des trafics parfois en repensant l'organisation dans le quartier, en détruisant parfois ou en réaménageant ou en réhabilitant un immeuble qui est le lieu de crispation par exemple du trafic, et pour pouvoir aussi ouvrir. Marseille est une ville qui est ouverte sur la mer, qui souvent dans les quartiers, il y a cette ouverture, cette Méditerranée qui regarde. Il y a un potentiel parfois extraordinaire, il faut savoir le saisir, et je pense que ces projets vont y contribuer. Ça, c'est de la rénovation urbaine. Et puis, il y a tous les projets et toute la problématique des copropriétés privées dégradées. Oui. Ça, c'est un champ qui est sans doute plus difficile à appréhender parce qu'en fait, ça concerne la propriété privée. Donc, c'est évidemment, là, vous savez que le droit de la propriété est un droit à valeur constitutionnelle. Donc, les règles pour pouvoir revenir ou agir finalement. Ou agir, ouais, exactement. Notamment la question de l'appropriation publique, si on estime qu'à un moment donné, on est dans une situation tellement dégradée qu'il faut passer à l'appropriation publique pour aller le confier à un bailleur social ou ensuite revenir et ensuite pouvoir le reproposer à des personnes qui sont en attente de logement. Ce sont des procédures qui sont très longues. Et puis, il faut savoir les expliquer. Mais Marseille est caractérisée par un nombre de copropriétés dégradées particulièrement élevé. On est au sein d'un programme d'intérêt national. On estime qu'on en a au moins une trentaine qui présentent de graves difficultés, et parmi lesquelles 4, comme vous le savez, 4 copropriétés qui ont été désignées dans le cadre de Marseille en Grand comme devant faire l'objet d'une opération de requalification d'intérêt national. C'est-à-dire que la situation à Marseille, elle est tellement préoccupante de ce point de vue-là qu'il faut agir. C'est ce qui est enclenché depuis quelques années, et malheureusement les événements de la rue d'Aubagne, la rue Tivoli ont accéléré ce phénomène, donc porté par la ville, la métropole encore une fois, et l'État. Il y a à la fois l'action au quotidien, comment on va sur des plans de sauvegarde, comment on accompagne, avec aussi, là, cette fois-ci c'est l'ANA qui intervient sur les plans d'urgence pour faire des travaux les plus urgents, mais on a aussi donc décidé via Marseille en Grand que 4 copropriétés qui étaient dans une situation particulièrement préoccupante pourraient faire l'objet d'un intérêt national, c'est-à-dire qu'on va regarder avec l'établissement public foncier de la région comment les accompagner pour qu'ils soient vraiment, via en plus une décision qui est un décret en Conseil d'État, pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier particulier et dédié à ces 4 copropriétés pour que finalement la ville, la métropole, l'État, via l'ANA, puissent se reconcentrer sur les autres copropriétés. Donc c'est vraiment un plan très, 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 très vaste, très, très lourd, qui est assez technique. C'est pas facile à expliquer, mais c'est fondamental que l'on arrive à cranter et à mettre en place ces outils parce qu'ils vont enclencher la rénovation, la reprise en main de ces copropriétés. Et on travaille aussi avec un autre acteur qui joue un rôle très important dans Marseille, qui a pris sa place complètement dans le centre-ville de Marseille en particulier. C'est l'ASPLAIN, qui est un outil, la société publique, qui est porté là aussi ville, État et métropole, et qui vient accompagner, reprendre, acheter des immeubles pour progressivement d'abord
évaluer l'état de ces immeubles, les travaux à y faire, et puis ensuite travailler avec des bailleurs. Hier, j'étais auprès du président du conseil d'administration de la SPLAN, et puis également la représentante de la ville de Marseille, le directeur de la SPLAN, qui présentait l'état des travaux. Et donc, avec les journalistes, on est allé voir concrètement sur le terrain les immeubles pour lesquels les travaux, avec les premiers qui devraient être proposés au logement, c'est la rue Jean Roch, dans le centre-ville vraiment de Marseille. Et là, on voit qu'on a des premiers signes, ça devient visible. Et donc, c'est cet ensemble-là qu'il faut que l'État, et en particulier dans mes missions, j'ai la mission de les accompagner, même parfois de bousculer un petit peu les choses pour que ces programmes qui sont encore une fois très lourds, compliqués, techniques, pas faciles à expliquer à ceux qui vivent, et longs parce qu'il faut être, c'est vrai, vous avez raison, il faut être patient. Eh bien, c'est notre rôle de pouvoir accompagner ces projets qui sont fondamentaux pour Marseille. Oui, parce que vous parlez de visibilité, mais effectivement, c'est long administrativement, et puis après, ça se fait pas en un jour, la rénovation. Donc, on va avoir des premiers signes, et ça, c'est rassurant. Oui, et puis c'est ça, il faut réussir à les montrer, parce que c'est autant de gages pour dire, bah oui, effectivement, ça marche. Mais par contre, il faut aussi expliquer quelles sont toutes les étapes, les délais. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les habitants, d'expliquer. Avec le préfet, nous avons été un peu avant l'été, fin mai, début juin, voir les habitants du Mail, qui est une des copropriétés qui a été retenue pour être une opération de requalification, donc d'intérêt national. Et on leur a dit qu'on allait revenir. C'est important. Moi, je vais souvent sur le terrain. Quand je croise les habitants, j'explique quand je vais dans les centres sociaux, parce que notamment la préfète déléguée pour l'égalité des chances, elle déploie ce qu'on appelle la politique de la ville. Et dans son programme de politique de la ville, elle vient accompagner des associations, là aussi dans le cadre, en coordination avec la métropole qui en a aussi la charge, donc à travers le contrat de ville. Et donc ça m'amène à rencontrer des habitants dans les centres, dans les associations, et c'est important d'expliquer ce qu'on va faire. Et donc le logement, c'est vraiment, et particulièrement à Marseille, mais aussi sur l'ensemble du département, parce qu'on a aussi des problématiques ailleurs qu'à Marseille. On a des copropriétés dégradées ailleurs qu'à Marseille, même si elles sont surtout concentrées à Marseille. Parce que avoir un toit, c'est déjà c'est vraiment l'étape fondamentale pour pouvoir construire son avenir. C'est la première pierre. Ouais. La deuxième pierre, c'est l'emploi. Alors si on parlait d'emploi. Des fois, je dis que, notamment quand on parle de rénovation urbaine, qu'on ne peut pas avancer sur les projets. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 9 sur Marseille. Au total, il y en a 19 sur tout le département des Bouches-du-Rhône. On fait partie des départements qui sont les plus concernés par cette rénovation urbaine, par cet accompagnement de l'État, encore une fois, avec l'appui des collectivités. Je dis souvent qu'on avance avec 2 jambes. On a la jambe du logement, les projets qu'on a portés, mais il faut qu'on fasse de cet extraordinaire élan qu'apporte la programmation de la rénovation urbaine, il faut qu'on en profite pour faire de l'insertion, qu'on aille vers l'emploi. Qui dit logement, donc on est sur des programmes avec des marchés importants de travaux, et qui dit avec à chaque fois des clauses d'insertion sociale. Il faut qu'on en profite, on estime qu'on en a à peu près 1 million d'heures sur l'ensemble des programmes de rénovation urbaine de Marseille. Donc c'est autant d'outils qu'il faut mettre à la disposition des habitants des quartiers pour pouvoir, et notamment des jeunes, pour les inviter à rentrer dans le monde du travail via l'insertion. Et pour ça, on a commencé à s'organiser avec la métropole, la ville, en constituant des groupes de travail, mais pas que d'ailleurs, en ouvrant aussi par exemple à la Fédération du bâtiment, en travaillant avec les missions locales, particulièrement la mission locale de Marseille, pour que, avec France Travail évidemment, sans oublier l'école de la deuxième chance, l'EPID, c'est-à-dire autant d'outils qui sont présents en plus dans les quartiers, qui connaissent bien les quartiers, qui connaissent les besoins des jeunes, les besoins de formation, pour qu'on profite de ce formidable élan pour déterminer, diagnostiquer les besoins, détecter les compétences et les conduire dans un chemin vers l'emploi. Très bien. Alors, partir de là, les entreprises, nous on est une association d'entrepreneurs, quel message vous avez à passer aux entreprises? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de départements où il y a un tel engagement de l'État, mais qui se justifie par la situation que j'ai décrite, mais aussi moi j'ai été marquée quand j'ai pris mon poste par ces situations humaines parfois très 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 fragiles, qui évidemment vous perturbent, mais en même temps à une dynamique extraordinaire.
Et je pense que les entreprises des Bouches-du-Rhône, elles ont ce rôle à jouer. Aujourd'hui, en plus, l'État vient accompagner. Je vais prendre un exemple. Vous savez que le préfet a obtenu que pour les Bouches-du-Rhône, c'est le seul, enfin pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et particulièrement dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est le seul département métropolitain à avoir eu 1000 CIE. Ces 1000 CIE, l'objectif du préfet, c'est qu'ils soient mis à la disposition des quartiers politiques de la ville. Et donc, c'est autant d'outils qui viennent accompagner les entreprises. Il y a un accompagnement, il y a une aide financière pendant 6 mois, sous certaines conditions. France Travail a mis en place un suivi personnalisé avec un numéro de téléphone pour accompagner les entreprises. Là, on a un élan un outil qu'il faut que les entreprises... il faut se l'approprier parce que, comme j'évoquais tout de suite, l'insertion à travers les programmes de rénovation urbaine, à travers ces 1000 CIE, c'est 1000 jeunes, mais pas que, c'est pas que des jeunes, c'est aussi des femmes, je pense aussi, parce que dans les quartiers, il faut qu'on aille vers les femmes aussi, qui peuvent utiliser ce tremplin pour rentrer dans le monde de l'emploi. Et pour les entreprises, c'est forcément un enrichissement. Quand j'avais travaillé et associé et réuni les entreprises, certaines d'entre elles avaient déjà utilisé, j'avais fait témoigner des entreprises, et elles racontaient l'intérêt, le partage et l'enrichissement que peuvent apporter ces CIE. Il faut vraiment s'en saisir. Il y a un autre outil que je voudrais beaucoup développer, qui peut-être est encore un petit peu fragile, mais je pense que l'année prochaine, pour l'année scolaire 2025-2026, on peut y arriver. Ce sont les stages. Moi, je crois beaucoup aux stages. Il y a le stage de 3e. Souvent, je dis que le stage de 3e, c'est le stage pour pour découvrir le monde du travail, pour savoir ce que c'est. Mais il est institutionnalisé aujourd'hui, même si il faut savoir l'ouvrir. Il faut pas. Moi, je ne veux pas que les jeunes des quartiers restent uniquement dans le quartier. Je veux qu'ils puissent aller dans le centre-ville de Marseille, qu'ils puissent aller dans le sud, etc. Enfin voilà, il faut. Qu'ils aillent découvrir autre chose. Exactement. Et donc ça, je pousse beaucoup dans ce sens-là. Et puis je pense aussi qu'il faut qu'on profite du stage de seconde, qui est un stage un petit peu qu'on a trouvé pour pouvoir éviter donc cette phase un peu intermédiaire où l'élève n'a pas d'examen. Mais c'est sans doute la dernière année où il est un peu tranquille. Mais très vite, on va lui demander quand même, en fin de seconde, on lui demande d'ailleurs de choisir ses options. Et puis après, il va rentrer dans les cycles d'examen. Donc il n'aura plus l'occasion de se poser, de réfléchir à ce qu'il a envie de faire ou pas faire. Et je pense que c'est pas facile à 15-16 ans, quand on est en seconde, de se projeter dans un métier qu'on va faire toute sa vie. C'est même pas possible en fait. Et donc je pense qu'il faut que les stages viennent ouvrir la curiosité, viennent essayer de répondre aux questions que peuvent légitimement et naturellement se poser les jeunes. Et donc, je pense que ça peut être, c'est vraiment l'occasion, et je veux le proposer via les cités éducatives, qui sont des outils qui sont portés via l'égalité des chances avec l'éducation nationale, et le département des Bouches-du-Rhône en compte 11 et donc 8 sur Marseille. Donc ce sont des organisations qui, dans les quartiers politiques de la ville, travaillent entre l'éducation nationale, l'école, le collège, le lycée et les associations. Et on essaie d'organiser des actions de manière coordonnée. Et je voudrais profiter des cités éducatives pour qu'on étende un plan stage de seconde pour l'année scolaire 2025-2026. Il faut que ça se prépare dès la rentrée de septembre 2025 pour qu'on ait un vivier de propositions de stages qui soit très 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 large et qu'il soit mis à la disposition du maximum d'élèves de seconde des quartiers politiques de la ville de Marseille. Message reçu, ouvrons nos stages à ces quartiers prioritaires. Isabelle Epaillard, préfète déléguée à l'égalité des chances, merci pour ce témoignage. Chers amis, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.